Je vais donner la parole à la salle. Je suis comédienne dans une compagnie et la ville de Toulouse m'a fait une commande en me demandant de parler justement, ça m'a intéressée sur une femme forte, symbolique. Et moi j'ai réfléchi, j'ai dit finalement sur Toulouse il y a une femme qui m'intéresse. C'est une chercheuse, c'est une femme qui est partie sur les traces des Indiens Tarahumara avec Jean Rouch. Elle a été soutenue par Jean Rouch, elle a fait sa thèse avec Rancière, voilà. Et donc je voulais vraiment parler d'elle, voilà, j'ai un trou, je suis un peu... donc Raymond Carrasco, voilà, et je voulais vraiment parler de Raymond Carrasco. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mobilisé toutes les institutions toulousaines, ils m'ont dit c'est super, vas-y fonce. Et donc, la première chose que j'ai faite, je suis allée dans sa fac, elle y a enseigné pendant 30 ans, elle a écrit plein de bouquins, elle a sorti plein de films parce qu'elle est la seule et la dernière personne à avoir filmé ces Indiens avant qu'ils disparaissent. Donc vraiment, ces films sont utilisés partout dans le monde pour en témoigner. Et là, rien, il n'y avait rien. Personne ne se rappelait d'elle à part un prof qui a collaboré avec elle. La seule personne qui a pu me renseigner sur Raymond Carrasco, c'était la petite boulangère du coin de la rue qui lui servait son pain au chocolat tous les matins. J'étais furieuse. Dans les bibliothèques de la ville de Paris, les livres féministes sont classés en 3 endroits, histoire, sociologie, roman. Alors j'ai mis un petit mot à Anne Hidalgo pour lui dire que cette dispersion me semblait participer à l'invisibilité et à l'effacement. Et lui dire que quand même, ça serait bien dommage que ce que nous avons fait dans cette génération s'efface aussi vite. Et je suggérais qu'il y ait un lieu où ça soit rassemblé, indiqué féminisme, et qu'on méritait bien ça. Ouais, et est-ce que quelque part la dissémination de la pensée des féministes en histoire, sociologie, roman, est-ce que quelque part c'est pas peut-être une bonne chose aussi que ce soit perméable dans le mainstream, quoi, le gender mainstreaming en anglais, c'est aussi ça, c'est comment amener le féminisme et la parole des femmes dans tout, et non pas les maintenir dans quelque chose de séparé, de minorité. Alors qu'il y avait dans les années 70 une grande partie du mouvement des femmes qui se réclamait de la lutte de classe, qui venait des organisations d'extrême gauche, qui a été très mal accueillie par les deux autres, entre guillemets, tendances du mouvement, c'est-à-dire psychanalyse et politique, et le féministe révolutionnaire ou radical, à qui on a dénié la légitimité quelque part d'être féministe parce qu'on était soi-disant manipulé par les mecs des orgas, etc., etc. Et c'est vrai que quand il y a des choses qui sont écrites sur l'histoire du féminisme, il y a une occultation du féminisme de classe. Très souvent, la plupart du temps, alors que nous étions extrêmement nombreuses, quand on regarde les cortèges du mouvement dans les années 70, et qu'on regarde la force, par exemple le 8 mars, puisqu'on vient de passer le 8 mars, la force que représentait la coordination des groupes femmes de quartier et d'entreprise, mais c'était des milliers de femmes qui étaient derrière les banderoles. C'est vrai que quand on arrive dans une bibliothèque, enfin une librairie américaine, et que tous les bouquins de femmes sont rassemblés, et on entre, et d'un seul coup il y a une table énorme avec plein de livres, et effectivement il y a la socio, il y a tout. Et ça fait un bien, et c'est vrai que c'est là qu'on voit que, de toute façon, diviser pour mieux régner, finalement, il y a de ça aussi. Donc je suis vraiment d'accord, je ne savais pas, et je pense que ça vaut le coup de faire d'autres lettres. Et je trouve ça difficile justement de s'éduquer, d'avancer avec cette histoire, de prendre le temps de bien se documenter et tout ça. Et ce que j'ai du mal dans mon parcours avec ma fratrie, avec mes 2 grands frères, ma petite sœur, et dans mes amitiés aussi, c'est justement cette vision parfois qu'on a, mais t'es féministe. Et alors que d'un côté on va me dire non, on est juste humaniste, et qu'on veut en fait relier l'homme, la femme en tant que juste être humain. J'ai cherché et on m'a offert un livre un peu par hasard qui s'appelle La plus belle histoire des femmes, que j'ai beaucoup aimé. Je le conseille d'ailleurs parce que c'est une vision sur l'anthropologie, l'histoire et la philosophie. Ça a été écrit que par des femmes. On donne des noms, Michel Perrault, alors Michel Perrault, et je me rappelle plus des autres. Voilà, je suis pour donner les noms. Donc voilà, ce livre m'a beaucoup interpellée et il n'a pas vraiment apporté de réponse fixe parce que même s'il m'a apporté beaucoup, mais voilà, je cherche toujours. Et il n'y a pas longtemps, j'ai lu aussi un livre qui s'appelle Conversation sur la naissance des inégalités sociales,
qui m'a aussi beaucoup plu et je vais vous retrouver le nom promis, je vais regarder, je vais vous l'apporter, qui est écrit par un sociologue mais qui se base sur beaucoup de travaux d'anthropologues en fait, et donc en repartant des sociétés qui dit du communisme primitif, puis des sociétés inégalitaires jusqu'aux sociétés de classe. Et en fait la question que je me pose depuis un petit moment c'est est-ce que le fait de la domination des femmes n'est pas lié aussi à cette société capitaliste en fait. Alors je vais peut-être un peu loin, je ne sais pas, hein, mais j'ai l'impression qu'on n'arrivera pas à une réelle émancipation, à une réelle égalité. Quand je parle d'égalité, j'aime pas qu'on ressorte le cliché, vous voulez porter des trucs lourds et faire du déménagement, je ne parle pas de ça, mais j'ai l'impression que tant qu'on sera... Enfin, oui, mais en fait, ce qui me gêne, c'est qu'à chaque fois, et je me demande en fait, est-ce que le féminisme, le but, c'est d'arriver dans cette même course de l'homme, du carriérisme, du fait qu'on passe son temps que à bosser. Enfin, vous voyez, est-ce que ça n'entraîne pas aussi une volonté de changer complètement notre façon de vivre et de... Voilà, est-ce qu'il ne faut pas sortir de ce système capitaliste pour avoir enfin une société qui respecte tout le monde et chacun et chacune? Voilà. Est-ce que ça vous va? Il y a encore 4 intervenants. Je donne d'abord la parole un peu aux intervenants. Non, moi, je trouve ça très intéressant qu'il y ait d'abord des témoignages de comment l'histoire n'est pas écrite. Pour ma part, j'ai vécu une expérience semblable à celle de Toulouse au début janvier, puisque des Américains ont décidé d'organiser une journée d'études sur la philosophe disparue depuis maintenant une vingtaine d'années, qui est Sarah Kaufmann. Et je me suis rendu compte, d'abord, qu'elle n'avait eu aucun hommage depuis toutes ces années, alors qu'elle était une des 4 avec Derrida, Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy. Elle était le numéro 4 de la bande, et elle a complètement disparu. Et j'ai cherché, à propos de bibliothèque de la ville de Paris, comme j'avais certains de ces livres que je n'avais pas, j'ai regardé ce que je pouvais me procurer dans les bibliothèques de la ville de Paris, et bien, rien. Rien. Elle a disparu, et il faut que ce soit des Américains qui nous la ramènent à Red Hall en faisant une journée qui a été magnifique, où il y a des contributions magnifiques. Donc là, moi je trouve que c'était inattendu qu'en fait il y ait des témoignages in vivo de la suppression elle-même. Ça nous renvoie quand même à la question, mais c'est pour vous répondre aussi, c'est que si on propose, par exemple, ce que je tente de faire, si on propose de penser en termes d'émancipation, vous allez être obligé de faire de l'histoire. Si vous pensez en termes de domination, vous allez dire ça recommence. Voilà. Donc c'est juste pour ça, si on décale son regard, si on se met à travailler à partir de l'émancipation, on est obligé d'être pris dans une perspective historique. Et dans les 2 exemples qui ont été pris tout à l'heure, ce qui m'a frappé, c'est que c'était pour décrire ce à quoi on est soumis. Et là, du coup, on répète et on veut refaire l'analyse de la domination, et on peut redire que, bien sûr, le capitalisme, ça serait très bien que ça cesse, etc. On peut le dire. Mais est-ce que ça va changer le rapport à l'histoire? Non. Et faites le travail, mettez-vous en position de dire, et si je pense à partir de l'émancipation, qu'est-ce qui change dans ma tête? Ça change des trucs. D'abord, il y a de la matière qui va arriver. Au lieu qu'il y a de la matière, il y a de la référence. Il y a ce que j'appelle donc de la lignée, il y a je m'adosse à quoi, ça marche, ça marche pas. Tandis que si c'est pour qu'on réanalyse, qu'on déconstruise les stéréotypes, et qu'en déconstruisant les stéréotypes, on est sûr que l'émancipation va être au bout de la déconstruction. Non. Alors, j'avais Thierry. Bonjour. Bon, je vais dire d'emblée ce que je suis et pas ce que je ne suis pas. Ça ira plus vite. Donc, moi, je suis syndicaliste depuis une trentaine d'années et c'est plutôt un témoignage que je voulais apporter. Je rebondis sur ce que disait Geneviève, sur ce qu'elle appelle la ritournelle. Moi, j'ai l'impression que depuis 30 ans, dans le syndicalisme, moi, je suis à Solidaire, pour dire les noms aussi des organisations, à Sud et Solidaire. J'ai l'impression que tout est à regagner en permanence sur ce qui concerne les droits des femmes. Pourtant, on est dans un milieu militant. En plus, je suis dans un secteur largement féminisé, qui est le secteur de la santé et du social, où on pourrait croire que l'oreille et l'esprit est plus attentif, et blabla, et bien pas du tout. Dans l'organisation syndicale en interne, j'ai l'impression que depuis 30 ans, on rabâche les mêmes choses, on regagne, on essaye de regagner les mêmes choses dans des congrès, dans des réunions internes. On a une commission femmes qui est articulée sur quelques camarades femmes et quelques hommes qui s'arc-boutent sur ça pour
ne pas laisser partir les choses, plus que regagner des choses, ne pas laisser partir. Le dernier congrès de mon organisation, il a fallu se battre pour que le féminisme reste dans les statuts du syndicat. C'est quelquefois effrayant les tentatives de recul il n'y a pas d'histoire inscrite dans l'histoire du syndicat, de l'histoire du féminisme non plus. Il faut à chaque fois réexpliquer, regagner, argumenter, et on est remis en cause sur ces histoires-là. Donc là aussi, qui est pourtant un milieu militant, un milieu entre guillemets ouvrier, où on pourrait croire que les choses s'inscrivent dans le temps, dans l'histoire, et bien il n'y a pas d'histoire non plus. L'histoire, je trouve ça assez effrayant. Là, depuis novembre, aux États-Unis, on a remarqué que les choses ont changé. Et moi, je sens un certain danger pour tout le féminisme. Et j'ai envie de savoir si vous pensez que c'est un danger dans le sens que ça peut diminuer le programme, ou, vu qu'il était la March of Women Washington, que là, c'est l'occasion pour vraiment faire quelque chose. En tant que formatrice, régulièrement, je fais une histoire du mouvement féministe totalement optimiste. C'est-à-dire que j'ai pu toutes les divergences que je connais bien, et j'ai toujours rajouté que les gains. C'est-à-dire on a gagné ça, on a gagné ça, on a gagné ça, on a gagné ça. Et quand on regarde l'histoire comme ça, on est un des mouvements qui avons eu le plus de gains. Simplement, il y a encore du taf. Mais on est quand même un mouvement victorieux. Et peut-être que si on le présente comme ça, il y a bien une continuité qui peut se faire. Alors que si on recommence du côté des pertes, c'est peut-être ça que vous voulez voir. Mais quand je le fais, je sais que j'omets des choses. Je sais que, par ailleurs, je fais aussi des études à l'université, que ce n'est pas tout à fait scientifique. Mais là, c'est un travail d'historienne, militante. C'est comme ça que ça a commencé. Et c'est effectivement très volontaire de dire nous avons gagné, et nous avons gagné que parce que ça a été une lutte. Pas parce qu'on nous a octroyé, mais parce que nous l'avons gagné. Ça a été une lutte. Bonjour, je vous remercie pour votre intervention. Alors moi, ce qui m'amène ici aujourd'hui, c'est un cheminement. J'ai commencé par un master de philo, ensuite je suis devenue psychologue. J'ai eu besoin, la vie m'a amené à avoir besoin de consulter et d'aller sur le divan. Et après coup, j'ai découvert le féminisme grâce à une amie avec qui je suis là aujourd'hui. Et c'était donc je suis rentrée dans ces questions avec le bagage universitaire que j'avais. Et très vite, il m'a semblé qu'il y avait quelque chose à faire, à travailler, à penser entre la psychanalyse et le féminisme. Très vite, c'était là que ça me portait. Je suis psychologue, je travaille avec des psys, etc. Donc je pouvais que... Mon prisme, c'était de poser des questions dans ces termes-là. Dans un premier temps, j'ai été assez étonnée du corpus qui n'était pas évident dans un premier temps. Du coup, je me demandais si vous aviez quelque chose à en dire, de l'articulation possible entre féminisme et psychanalyse. Tout à l'heure, madame, vous en parliez du mouvement de Fouque. Je ne trouve pas ça évident. Moi, de mon côté, je suis un peu... Vous avez juste évoqué le mouvement. Voilà, vous avez juste parlé de ce mouvement. Alors, c'est évidemment quelque chose sur lequel je suis tombée. Mais moi, je rame un petit peu. Non, je suis tombée sur Internet, sur tout ça dans mes recherches. Mais voilà, je suis un petit peu en rade dans ces recherches-là. Je me demandais si vous aviez quelque chose à en dire. Ce que les uns et les autres ont dit, ils me font penser à un truc. Il ne faut pas avoir non plus... évidemment, l'histoire, c'est absolument pas linéaire, que ce soit dans le progrès ou que ce soit dans la dégradation. Et l'histoire des femmes le montre comme tout un tas d'autres. Il y a des moments, c'est comme ça, quoi. Pour faire très rapidement, dans l'histoire des femmes... par exemple, le Moyen-Âge, c'est pas la période des pires. Il y a dans certains, même dans pas mal de femmes religieuses, avaient finalement pas mal de pouvoir sous le Moyen-Âge. Ça s'aggrave avec le temps moderne. L'absolutisme et un certain nombre de ses conséquences politiques et les causes de l'aggravation de la situation des femmes. Ça va un petit peu mieux au début de la Révolution française avec la reconnaissance d'une capacité civile et de droits civils qu'elles vont ensuite reperdre de façon dramatique, évidemment, avec le Code civil napoléonien. Le capitalisme, je suis d'accord avec vous, évidemment, n'arrange pas les choses. Donc en fait, c'est voilà, il y a... Et pour revenir sur ce que vous disiez,
est-ce que l'abolition du capitalisme mettrait fin? Non, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas l'abolir, oh là là, ce serait un truc génial, je suis absolument pour abolir le capitalisme, mais ça ne réglera pas seulement le problème, parce que la religion, elle a posé tout un tas de problèmes, même dans des familles, cultures politiques ou athées, il peut toujours y avoir des dominations. L'absolutisme, et pour plein de raisons, a été une catastrophe pour les femmes. C'est pas pour ça, quand ça a été remplacé par le libéralisme économique, c'est pas mieux. Et puis politique, c'est pas mieux. Et puis la démocratie, en fait, à chaque fois, il y a d'autres choses. Donc, et ça, c'est une grosse question, c'est une question que les femmes ont posée au sein du mouvement ouvrier pendant très longtemps. C'est par exemple Bertine Leclerc, quand elle part en 79 à Marseille et qu'elle dit qu'il faut faire voter une motion égalité homme-femme, et elle se bat pour ça, et pas mal lui répondent oui, ok, d'accord, mais après grand soir, tu verras, quand il y aura la révolution, il n'y aura plus justement, et là, il y aura l'égalité. Et en fait, non, parce qu'il y a des raisons qui font que ça pourrait se maintenir et que il faut lutter d'un côté sur, évidemment, ça c'est un choix politique, hein, la lutte contre le capitalisme, mais il faut aussi, à côté de ça, voir que ça ne sera pas le truc miracle pour mettre fin aux formes de domination homme-femme, parce qu'elles ont existé avant, elles existent à côté. Hein, elles ont d'autres racines. C'est que le féminisme, il n'est jamais là au bon moment. Vous êtes en avance ou vous êtes en retard. Vous êtes en avance si vous voulez les lendemains qui chantent avant même qu'on ait fait les lendemains. Donc taisez-vous, faites les lendemains avec nous, puis après on verra. Et vous êtes en retard si, ah ben non, pour pouvoir devenir citoyenne, il faut d'abord que vous soyez éduqués. Quand vous serez éduqués, vous aurez la citoyenneté. Donc allez à l'école, puis on verra. Ah bon, parce que les hommes qui ne savent pas lire, ils pouvaient être citoyens. Donc on est soit en retard, soit en avance. Ça veut dire que le féminisme, il est dans le contretemps. On l'a revu avec les révolutions arabes récemment. La question du contretemps, elle est clé, elle s'est montrée dans l'histoire de la réécriture de la constitution tunisienne, etc., etc. Donc on doit intégrer dans la dimension d'historicité, on doit intégrer, à mon avis, c'est ma proposition, cette dimension qu'on n'est jamais là au bon moment peut-être, faut l'assumer, et c'est pas toujours facile. Ce qui me permet d'enchaîner sur votre question, monsieur, ou votre remarque, sur la question de la marche des femmes. Je trouve que c'est une question très très importante parce qu'il s'est passé quelque chose. Cette marche est un événement. Pas parce qu'il y avait beaucoup de monde et ceci et cela. C'est un événement parce que la lutte des femmes, c'est ce que j'appelle le passage à l'universel. Et c'est ce qui permet une pratique universelle, ou en tout cas une mobilisation universelle. De mémoire de féministe ou de mémoire d'historienne du féminisme, je ne suis pas sûre d'avoir trouvé un aussi bon exemple que cette marche des femmes de janvier dernier. Et je ne fais pas d'hyperbole quand je dis ça. C'est parce que ça sautait à la figure. Comment elles arrivaient à fédérer l'ensemble. Elles étaient quand même celles qui ont déclenché la chose. Donc, vous parlez d'occasion. Je ne sais pas quel terme vous employez. Moi, je dis c'est un passage à l'universel totalement inattendu et sur laquelle il faut qu'on s'arrête en disant regardez cet événement. La psychanalyse, il y a comme un historique sur 45 ans d'histoire là déjà, hein, avec, je veux dire, de Lucie Irigaray, une façon de lire Freud autrement. Irigaray, Sarah Kaufmann. Voilà deux femmes philosophes qui ont cherché à lire Freud autrement. Je ne dis pas que je suis d'accord, je ne dis pas que c'était féministe, je ne sais rien, hein, mais ça fait partie du paysage, absolument. Ensuite, de l'autre côté, vous avez effectivement psychanalyse et politique qui décide d'avoir un discours sur la mère, l'origine, qui est une certaine vision de la psychanalyse, de l'autre côté, sur lesquelles on pourrait aussi discuter. Et en même temps, la pratique psychanalytique à ce moment-là est extrêmement mise en cause parce que ça serait le rappel à l'ordre permanent d'un ordre sexuel. Hein, oh là là, l'homosexualité, mon Dieu, voilà. Toutes choses ils ont bien dû évoluer, ils n'ont pas eu le choix. Donc la question serait aujourd'hui, 30 ans après, mais c'est en prenant appui sur ces débats extrêmement contradictoires et fournis des années 70-80 que vous trouverez aussi tout d'un coup comme un regard de ce qui a nécessairement bougé, car les psychanalystes, hommes et femmes et hommes, se sont adaptés à la diversité des sexualités, bien malgré eux. Mais quand ils étaient dans le rappel à l'ordre, c'était quelque chose. Hein. Et c'était en plein dans le mouvement des femmes.